Comment un contrat de mariage, griffonné dans la lumière blafarde d'une chapelle poitevine, a-t-il pu allumer un incendie qui ravagea l'Europe pendant 700 ans? Et pourquoi le roi d'Angleterre, qui maniait le français avec plus d'aisance que sa propre langue, est-il devenu l'ennemi juré de la couronne de France? La réponse ne se trouve pas dans la haine mais dans l'amour, ou plutôt dans le mariage le plus désastreux de l'histoire médiévale. En l'an 1152, Aliénor, duchesse d'Aquitaine, femme la plus riche et la plus puissante d'Europe, répudie son époux, le pieux et terne roi de France Louis VII. Quelques semaines plus tard, elle épouse Henri Plantagenet, duc de Normandie et comte d'Anjou. 2 ans après, il devient Henri II, roi d'Angleterre. En un instant, un vassal du roi de France contrôle plus de territoire français que le roi lui-même. Un empire est né, non par la conquête, mais par un acte notarié. L'empire angevin s'étendait des neiges de l'Écosse aux sables des Pyrénées. Une anomalie géopolitique, un monstre né d'une querelle conjugale. Le conflit n'attendit pas. Il commença comme une querelle de voisinage entre 2 rois qui se détestaient cordialement. Louis, le mari bafoué, Henri, le prédateur ambitieux. Leur guerre était une suite d'escarmouches, de sièges de châteaux obscurs en Normandie, de raids éclairs dans le Vexin. Une guerre de seigneurs féodaux où l'on brûlait les récoltes et l'on rançonnait les voyageurs, mais où les royaumes semblaient encore intacts. Pourtant, sous la surface des rivalités personnelles, une logique implacable était à l'œuvre. Le roi d'Angleterre ne pouvait rester le vassal du roi de France sur le continent. C'était une humiliation inscrite dans la loi féodale, une contradiction qui ne pouvait se résoudre que par le sang. Henri II était un monarque infatigable, un administrateur génial et un guerrier redoutable. Il passait sa vie à cheval, traversant la Manche comme d'autres traversent une rivière, consolidant son pouvoir, matant ses barons, tissant une toile de loi qui allait devenir la common law anglaise. Mais sa plus grande faiblesse se trouvait dans son propre sang. La couronne de France, trop faible pour l'affronter directement, trouva l'arme parfaite pour le détruire, sa propre famille. Aliénor, son épouse, finit par le haïr autant qu'elle avait haï Louis. Elle monta ses fils contre leur père, Henri le Jeune, Richard, Geoffroy, Jean. 4 poignards tournés contre le cœur du père. La guerre familiale devint une guerre civile, et la guerre civile une aubaine pour la France. Que défendriez-vous jusqu'à la dernière goutte de sang? Le droit à la couronne ou la sécurité de votre propre peuple? La rébellion des fils d'Henri, de 1173 à 1174, fut le premier acte de la grande tragédie. Le roi de France et le roi d'Écosse s'allièrent au jeune prince rebelle. L'empire angevin fut attaqué de toutes parts. Henri II, tel un lion vieillissant assailli par une meute, fit face avec une fureur et une énergie qui stupéfièrent de ses contemporains. Il traversa la Manche au milieu d'une tempête, chevaucha sans relâche, surprit les armées de ses fils, captura les barons traîtres et força même le roi d'Écosse à lui prêter hommage. Il gagna, il pardonna à ses fils, et ce fut son erreur, car la graine de la trahison, une fois plantée, ne meurt jamais. Elle attend simplement une nouvelle pluie de sang pour germer. Les Plantagenets ont bâti un empire sur les mariages et les Capétiens sur le sang, mais tous 2 savaient que la couronne de France valait bien une messe et n'importe quelle guerre. Le conflit reprit, encore et encore, une litanie de sièges, de trêves rompues, d'alliances changeantes. Les fils se rebellèrent à nouveau, Henri le Jeune mourut de dysenterie en maudissant son père. Geoffroy fut piétiné à mort lors d'un tournoi. La fin d'Henri II fut pathétique. Trahi par son fils préféré, Jean, et acculé par le jeune et rusé nouveau roi de France, Philippe Auguste, le vieux lion rendit son dernier soupir dans son château de Chinon, en l'an 1189. Ses derniers mots, en voyant le nom de Jean en tête de la liste des traîtres, furent « Quelle honte pour un roi vaincu !» Il laissait derrière lui un empire immense mais fragile et une haine entre 2 dynasties qui était devenue la raison d'être des 2 royaumes. La querelle personnelle était devenue une affaire d'État. Le poison de la rivalité s'était infiltré dans les veines de la noblesse, dans la charte des villes, dans la prière des moines. La mort d'Henri ne mit pas fin au conflit. Au contraire, elle déchaîna sur le monde 2 des plus formidables figures de leur temps. Son fils, Richard Ier, que l'on surnommerait Cœur de Lion, et son rival, Philippe II, que l'on appellerait Auguste. La guerre des Pères était terminée. La guerre des Titans allait commencer.
Le sang royal ne garantit pas la loyauté. Il ne fait qu'élever le prix de la trahison. Ce conflit naissant, né d'une vendetta familiale, allait définir les siècles à venir. Seriez-vous capable de trahir votre roi pour sauver votre pays de la ruine? Ce dilemme n'était que le début. Si vous étiez un baron de l'époque, qui soutiendriez-vous dans cette lutte à mort? Le père, un roi puissant mais tyrannique, ou le fils, un rebelle ambitieux? Écrivez votre choix en commentaire, l'histoire vous observe. La mort d'un lion laissait le trône à un autre. Richard Cœur de Lion était tout ce que son père n'était pas. Un poète, un croisé, un chevalier errant qui se souciait plus de la gloire que de la gouvernance. Il ne parlait presque pas anglais et passa moins de 6 mois de son règne de 10 ans sur le sol anglais. Pour lui, l'Angleterre n'était qu'une source de revenus pour financer sa véritable passion, la guerre contre la France et la croisade en Terre Sainte. Son adversaire, Philippe Auguste, était son parfait opposé. Froid, calculateur, patient, il était un roi sédentaire, un bureaucrate qui préférait la plume à l'épée et les complots aux batailles rangées. Il était le loup qui attendait que le lion s'éloigne pour dévorer son troupeau. L'occasion se présenta lorsque Richard, fidèle à son vœu, partit pour la 3e croisade. Pendant que le roi d'Angleterre se couvrait de gloire en Palestine, capturant Acre et défiant Saladin, Philippe rentrait discrètement en France pour commencer son travail de sape. Il s'allia au dernier fils d'Henri II, le tristement célèbre Jean Santerre, et commença à grignoter les possessions des Plantagenets en Normandie. Le retour de Richard fut digne d'une épopée. Capturé en Autriche par un duc qu'il avait insulté en croisade, il fut vendu à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. L'Angleterre dut payer une rançon astronomique, l'équivalent de plusieurs années de revenus de la couronne pour libérer son roi absent. Mais quand il revint enfin, en 1194, ce fut avec la fureur d'un ouragan. Il débarqua en Normandie et lança une série de campagnes éclairs qui repoussèrent les Français. Richard était un génie tactique, un maître de la guerre de mouvement et du siège. Là où Philippe avançait avec prudence, Richard chargeait avec une audace folle, son immense silhouette et sa hache de guerre semant la terreur dans les rangs ennemis. Il n'était pas un roi, il était un désastre naturel sur un champ de bataille. La guerre devint plus professionnelle, plus coûteuse. Les 2 rois engagèrent des armées de mercenaires, des routiers et des brabançons, des soldats de métier qui se battaient pour celui qui payait le plus et qui changeait le visage de la guerre. Ce n'était plus seulement l'affaire de chevaliers en armure, mais une industrie de la mort financée par l'impôt et l'extorsion. Pour sceller sa reconquête de la Normandie, Richard entreprit son chef-d'œuvre d'ingénierie militaire, la construction du château Gaillard. Bâtie en un temps record sur une falaise surplombant la Seine, cette forteresse était la plus avancée de son temps, une merveille de technologie défensive conçue pour être imprenable. C'était un défi de pierre lancé à la face du roi de France, un verrou sur la route de Rouen. Richard disait fièrement de sa forteresse « Je la prendrai, fût-elle faite de fer ». Philippe Auguste, plus pragmatique, répondit « Je la prendrai, fût-elle faite de beurre ». Le duel entre le stratège et le tacticien était à son comble. La guerre devint une succession de sièges brutaux, de ruses et de contre-ruses. Une guerre de renseignement s'installa, où les espions et les traîtres étaient aussi importants que les chevaliers. La bravoure personnelle de Richard décidait souvent de l'issue d'une escarmouche, mais la patience de Philippe gagnait des territoires sans combattre. Un château peut être construit avec de la pierre, mais un royaume se défend avec du fer et de l'or. La Normandie était devenue un échiquier sanglant où chaque pion était une vie humaine. Mais le destin est ironique. Ce roi qui avait survécu aux plus grandes batailles de la croisade, qui avait chargé à la tête de ses chevaliers contre des armées de Sarrasiens, ne mourut pas sur un champ de bataille glorieux. En l'an 1199, alors qu'il assiégeait le petit château de Chalut-Chabrol pour une obscure histoire de trésor, il fut atteint à l'épaule par un carreau d'arbalète tiré par un jeune garçon. La blessure s'infecta, la gangrène s'installa. Le Cœur de Lion, le plus grand guerrier de la chrétienté, mourut d'une mort triviale et presque absurde. Il laissait le trône d'Angleterre aux plus incapables et aux plus méprisés des Plantagenets, son frère Jean. Pour Philippe Auguste, la mort de son rival était une bénédiction inespérée. Le lion était mort, l'heure du loup était venue. La chute de l'Empire angevin n'était plus qu'une question de temps. La mort de Richard marqua la fin de l'ère de la chevalerie héroïque.
La guerre n'était plus un duel de champions, mais une machine implacable de logistique, d'argent et de politique. Le génie de la fortification allait bientôt affronter la force brute de la trahison et de l'incompétence. La mort d'un seul homme allait provoquer la perte d'un empire. La mort d'un lion laissa le trône à un chacal. Jean Santerre n'avait ni le génie administratif de son père, ni le génie militaire de son frère. Il était cruel, cupide, méfiant et spectaculairement incompétent dans l'art de la guerre et de la diplomatie. Philippe Auguste n'aurait pu rêver d'un meilleur adversaire. Il utilisa la loi féodale comme une arme. Invoquant une obscure plainte d'un de ses vassaux, il convoqua Jean, en tant que duc de Normandie, à sa cour à Paris. Jean, méfiant, refusa de s'y rendre. Philippe avait son prétexte. Il déclara toutes les terres françaises de Jean confisquées. La guerre était légale. L'invasion pouvait commencer. La machine de guerre française, patiemment construite et financée par Philippe, se mit en marche. Château-Gaillard, la fierté de Richard, tomba en 1204 après un siège de 6 mois, non pas à cause d'un assaut direct, mais par la ruse et la persévérance. Avec la chute de la forteresse, la Normandie tout entière s'effondra. Rouen, la capitale, se rendit sans grand combat. L'Anjou, le Maine, la Touraine, le berceau des Plantagenets tombèrent les uns après les autres. En quelques années, l'immense empire continental bâti par Henri II fut réduit à une simple bande de terre en Aquitaine. La catastrophe fut totale. Jean, humilié, tenta de monter une contre-attaque désespérée. Il forgea une grande coalition avec ses neveux, l'empereur du Saint-Empire Otton IV de Brunswick et le comte de Flandre. Le plan était d'attaquer la France sur 2 fronts. Jean débarquerait dans l'ouest pour reprendre le Poitou, tandis que l'armée impériale et flamande envahirait la France par le nord. Ce plan devait aboutir à l'une des batailles les plus importantes de toute l'histoire de l'Europe, une bataille qui allait décider du sort de la France pour les siècles à venir. Le dimanche 27 juillet 1214, près du pont de Bouvines, en Flandre, l'armée de Philippe Auguste, bien qu'en infériorité numérique, fit face à la coalition. La bataille de Bouvines ne fut pas une manœuvre tactique subtile. Ce fut une mêlée sauvage, une boucherie effroyable, où des milliers de chevaliers et de fantassins s'affrontèrent dans un chaos de poussière, de sang et d'acier. Le roi Philippe lui-même fut désarçonné et faillit être tué. Mais l'infanterie des communes françaises, des bourgeois et des paysans tint bon face aux chevaliers allemands. Un signe avant-coureur des révolutions militaires à venir. La victoire française fut écrasante. L'empereur Otton s'enfuit, laissant derrière lui l'aigle impérial. Les comtes de Flandre et de Boulogne furent capturés. Pour la France, Bouvines fut bien plus qu'une victoire militaire. Ce fut la naissance d'un sentiment national. Pour la première fois, des hommes de différentes régions du royaume avaient combattu et triomphé ensemble sous la bannière du roi de France. Philippe Auguste rentra à Paris en héros. Pour l'Angleterre, Bouvines fut une humiliation qui scella le sort de Jean. Ruiné et vaincu, il dut faire face à la révolte de ses propres barons, qui lui imposèrent la signature de la Magna Carta en 1215, un document qui limitait le pouvoir royal et posait les fondations du parlementarisme anglais. L'échec en France avait provoqué une révolution en Angleterre. Une couronne perdue sur un champ de bataille ne se regagne jamais à une table de négociation. Le conflit semblait s'apaiser, l'Angleterre étant trop occupée par ses propres troubles pour contester la puissance française. Mais les braises de la rancune couvaient si sous les cendres. Un siècle plus tard, une nouvelle crise allait rallumer l'incendie avec une férocité jamais vue auparavant. En 1328, le dernier roi capétien direct, Charles IV, mourut sans héritier mâle. Une crise de succession s'ouvrit. Les nobles français choisirent un cousin, Philippe de Valois, qui devint Philippe VI. Mais un autre prétendant avait une revendication bien plus forte, du moins par le sang. Le jeune roi d'Angleterre, Édouard III, était le neveu de Charles IV par sa mère, Isabelle de France. Il était le plus proche parent mâle du roi défunt. Les Français, invoquant une obscure loi salique qui interdisait aux femmes et à leur descendance de régner, écartèrent sa prétention. Au début, Édouard accepta le fait accompli. Mais les tensions persistantes en Aquitaine et le soutien de la France aux Écossais finirent par le pousser à l'inévitable.
En 1337, il revendiqua formellement la couronne de France. La guerre de Cent Ans avait commencé. Pour prouver son sérieux, Édouard lança sa première grande offensive. Le 24 juin 1340, la flotte anglaise surprit la flotte française, massée dans le port de l'Écluse. La bataille navale de l'Écluse fut un massacre. Les archers anglais, postés sur les ponts de leurs navires, firent pleuvoir une grêle de flèches sur les navires français surpeuplés et incapables de manœuvrer. La victoire anglaise fut totale, anéantissant la puissance navale française pour une génération et assurant aux Anglais le contrôle de la Manche. La porte de la France était grande ouverte. Une nouvelle ère de carnage venait de s'ouvrir, née des cendres de vieilles rancunes. Le contrôle de la mer ouvrit la voie à l'invasion terrestre. En 1346, Édouard III débarqua en Normandie avec une armée modeste mais redoutable. Son arme secrète n'était pas un nouveau type de cavalerie ou une machine de siège révolutionnaire. C'était un simple morceau de bois d'if de près de 2 mètres de long et des hommes du commun entraînés depuis l'enfance à le manier, l'arc long anglais. Cette arme, d'une puissance et d'une cadence de tir bien supérieures à celles des arbalètes, allait changer la guerre et briser l'ordre social du Moyen Âge. L'armée française, une immense force de chevaliers en armure, sûrs de leur bon droit et de leur supériorité, se lança à la poursuite des Anglais. Ils les rattrapèrent près du village de Crécy. Le 26 août, la chevalerie française, la plus belle et la plus arrogante d'Europe, chargea en vagues désordonnées contre la petite armée anglaise, bien positionnée sur une colline. Le résultat fut un massacre sans précédent. Sous des nuées de flèches qui, selon les chroniqueurs, obscurcissaient le soleil, les chevaux s'effondrèrent, les armures furent percées, les chevaliers furent abattus avant même d'avoir pu atteindre les lignes anglaises. L'aristocratie française fut décimée. L'arrogance de la chevalerie s'est brisée sur un simple morceau d'if et une corde de chanvre. Crécy ne fut pas seulement une victoire militaire, ce fut une révolution sociale. Des yeomen, des paysans libres, armés de leurs arcs, avaient vaincu la plus puissante noblesse du monde. Le mythe du chevalier invincible était mort. Après Crécy, Édouard assiégea et prit Calais, qui allait rester une épine anglaise dans le pied de la France pendant plus de 200 ans. La guerre entra dans une nouvelle phase encore plus brutale. Les Anglais, trop peu nombreux pour occuper le pays, adoptèrent la tactique de la chevauchée. Il ne s'agissait pas de conquérir, mais de détruire. Des colonnes de soldats anglais menées par le fils d'Édouard, le charismatique et impitoyable Édouard de Woodstock, surnommé le Prince Noir, traversèrent la France en brûlant tout sur leur passage. Villes, villages, récoltes, bétail. Le but était de terroriser la population, de ruiner l'économie française et de saper l'autorité du roi de France, incapable de protéger son propre peuple. C'était la guerre totale menée avec une efficacité calculée et une cruauté sans bornes. La France, déjà affaiblie par l'arrivée de la peste noire, qui tua près de la moitié de sa population, sombra dans le chaos. 10 ans après Crécy, le scénario se répéta de manière encore plus catastrophique pour la France. En 1356, l'armée du Prince Noir fut interceptée près de Poitiers par une immense armée française menée par le nouveau roi, Jean II le Bon. Une fois de plus, les Anglais choisirent une position défensive solide. Une fois de plus, la chevalerie française, oubliant la leçon de Crécy, chargea avec une bravoure suicidaire. Et une fois de plus, les archers anglais firent des ravages. La bataille se transforma en une déroute complète. Mais cette fois, le désastre fut total. Non seulement l'armée française fut anéantie, mais le roi Jean II lui-même fut capturé sur le champ de bataille. Un roi de France prisonnier de son rival anglais. L'humiliation était absolue. La France était sans tête, son roi otage à Londres, son économie en ruine, sa noblesse décimée et discréditée. Le pays sombra dans la guerre civile. Les révoltes paysannes, comme la Grande Jacquerie, et le brigandage des grandes compagnies, des armées de mercenaires démobilisés qui pillaient le pays pour leur propre compte. Le royaume de France était au bord de l'effondrement. Le prince noir, héros de Poitiers, incarna cette ère de destruction. Il était le modèle du chevalier parfait selon les chroniques de son temps, mais sa perfection résidait dans une efficacité guerrière impitoyable.
Le sac de Limoges, en 1370, où il ordonna le massacre de 3000 civils, hommes, femmes et enfants, montra le vrai visage de cette guerre. Ce n'était plus un conflit entre rois pour des droits dynastiques. C'était une orgie de violence qui dévorait un pays entier. La France semblait perdue, à genoux, prête à accepter n'importe quel traité humiliant. Le traité de Brétigny, signé en 1360, céda à l'Angleterre près d'un tiers du royaume de France en toute souveraineté. C'était la fin du rêve capétien. Pourtant, même au plus profond du désespoir, le conflit n'était pas terminé. Il entrait simplement en sommeil, attendant qu'une nouvelle génération se lève pour venger l'humiliation. Face à une invasion aussi brutale, la question se pose avec une acuité terrible. Que choisiriez-vous ? La résistance à tout prix, même si elle ravage votre pays et coûte des millions de vies, ou la paix humiliante qui sauve des vies mais sacrifie l'honneur et la souveraineté? Partagez votre terrible dilemme dans les commentaires. Pourtant, la France ne mourut pas. Sous le règne du roi Charles V, dit le sage, et de son grand connétable Bertrand du Guesclin, une nouvelle stratégie fut adoptée. Fini les grandes batailles rangées. La nouvelle tactique était celle de la guérilla, du harcèlement, de la terre brûlée devant les chevauchées anglaises et de la reconquête patiente, château par château, ville par ville. Lentement, méthodiquement, les Français reprirent presque tout le territoire perdu. Mais le répit fut de courte durée. Au début du XVe siècle, la France sombra de nouveau dans le chaos. Le roi Charles VI devint fou, sujet à des crises de démence où il se croyait fait de verre. Le pouvoir vacant déchaîna les ambitions des grands nobles. Une guerre civile d'une violence inouïe éclata entre deux factions. Les Armagnacs, partisans du duc d'Orléans, et les Bourguignons menés par le puissant duc de Bourgogne. Les deux camps n'hésitèrent pas à faire appel à l'ennemi anglais pour servir leurs propres intérêts. Pour le jeune et ambitieux roi d'Angleterre, Henri V, c'était une occasion divine. Il reprit les prétentions d'Édouard III et débarqua en France en 1415. Son armée, affaiblie par la maladie après le long siège d'Harfleur, fut interceptée par une immense armée française près du château d'Azincourt. Le 25 octobre 1415, jour de la Saint-Crépin, l'histoire se répéta mais en pire. Le terrain était un champ boueux, détrempé par des jours de pluie. La chevalerie française, plus nombreuse, plus arrogante et plus indisciplinée que jamais, chargea à pied dans la boue. Alourdis par leurs armures, ils s'enfonçaient jusqu'aux genoux, devenant des cibles immobiles pour les archers anglais. Azincourt ne fut pas une bataille, ce fut une exécution. Des milliers de nobles français furent tués ou capturés. Pour achever le tout, Henri V, craignant une contre-attaque, ordonna de massacrer la plupart des prisonniers. Le désastre était encore plus grand que Crécy et Poitiers réunis. La France était décapitée, sa noblesse anéantie. Le duc de Bourgogne s'allia ouvertement aux Anglais. En 1420, par le traité de Troyes, le roi fou Charles VI déshérita son propre fils, le dauphin Charles, et nomma Henri V d'Angleterre comme son héritier et régent de France. Le roi d'Angleterre était légalement le futur roi de France. Le conflit semblait avoir atteint sa conclusion logique, l'union des deux couronnes sur une tête anglaise. Lorsque Henri V et Charles VI moururent à quelques mois d'intervalle en 1422, ce fut un enfant d'1 an, Henri VI, qui devint roi d'Angleterre et de France. Le nord de la France, y compris Paris, était sous contrôle anglo-bourguignon. Le dauphin Charles, démoralisé et sans ressources, errait dans le sud de la France, surnommé avec mépris le roi de Bourges. Le royaume de France n'existait pratiquement plus. C'est alors que, dans ce désespoir absolu, l'improbable se produisit. Une jeune paysanne illettrée de Lorraine, nommée Jeanne, se présenta à la cour du dauphin. Elle affirmait entendre des voix de saints lui ordonnant de chasser les Anglais de France et de faire sacrer le dauphin à Reims, la ville traditionnelle du couronnement des rois de France. Dans une époque de mysticisme intense, son message, porté par une foi inébranlable, trouva un écho. On lui confia le commandement d'une armée. Ce fut le début d'un des retournements de situation les plus spectaculaires de l'histoire. Le désespoir qui cède la place à l'espoir et un sacrifice qui devient le symbole de la Renaissance. En mai 1429, Jeanne d'Arc arriva à Orléans, une ville stratégique assiégée par les Anglais depuis des mois et sur le point de tomber. En quelques jours, galvanisant les soldats français par son courage et sa détermination, elle brisa le siège.
La levée du siège d'Orléans fut un choc psychologique immense. Pour les Français, c'était la preuve que Dieu était de leur côté. Pour les Anglais, c'était l'œuvre d'une sorcière. Après Orléans, Jeanne mena une campagne militaire éclair et audacieuse le long de la Loire, remportant victoire sur victoire. Elle convainquit ensuite le dauphin de se lancer dans une chevauchée audacieuse à travers le territoire ennemi jusqu'à Reims. Le 17 juillet 1429, Charles VII était sacré roi de France dans la cathédrale de Reims. La légitimité était de nouveau de son côté. La pucelle avait sauvé la couronne, mais sa propre histoire se termina en tragédie. Capturée par les Bourguignons, elle fut vendue aux Anglais, jugée pour hérésie par un tribunal ecclésiastique à leur solde, et brûlée vive à Rouen en 1431. Elle n'avait que 19 ans, mais son sacrifice avait changé le cours de la guerre. Elle avait réveillé une nation. L'élan donné par Jeanne d'Arc fut irrésistible. Les Français, réorganisés et dotés d'une artillerie de plus en plus performante, reprirent le dessus. En 1435, le duc de Bourgogne abandonna l'alliance anglaise et se réconcilia avec Charles VII. Paris fut repris en 1436. La Normandie fut reconquise entre 1449 et 1450. La dernière province tenue par les Anglais, la Guyenne, tomba après la bataille de Castillon en 1453. Cette bataille marqua symboliquement la fin de la guerre de 100 ans. L'armée française, pour la première fois, utilisa massivement l'artillerie de campagne qui pulvérisa les positions anglaises et tua leur légendaire commandant John Talbot. Les archers qui avaient dominé les champs de bataille pendant un siècle étaient devenus obsolètes face aux canons. Une nouvelle ère de la guerre commençait. De toute leur vaste possession continentale, les Anglais ne conservaient plus que le port de Calais. La guerre qui avait duré, avec des interruptions, pendant 116 ans, était terminée. La France en sortait ruinée, mais unifiée et dotée d'un pouvoir royal renforcé. L'Angleterre, humiliée et vaincue, allait bientôt sombrer dans sa propre guerre civile, une danse macabre de 30 ans connue sous le nom de guerre des Deux Roses. La défaite en France fut l'un des catalyseurs de cette guerre civile. Les grandes familles nobles, qui avaient en fait fortune en pillant la France, se tournèrent les unes contre les autres pour le contrôle du trône d'Angleterre, alors occupé par le faible et pieux Henri VI. La maison de Lancastre, avec sa rose rouge, affronta la maison d'York avec sa rose blanche. La brutalité et les trahisons de la guerre des Deux Roses dépassèrent de loin tout ce que l'Angleterre avait infligé à la France. Pendant que l'Angleterre s'entre-déchirait, une nouvelle sorte de roi montait sur le trône de France. Louis XI, le fils de Charles VII, était tout le contraire des rois chevaleresques du passé. Laid, fourbe, vêtu modestement, il méprisait les batailles ouvertes. Son royaume était le secret, son arme la corruption, son armée les espions. Surnommé le universel araignée, il passait son temps à tisser des toiles de complot à travers l'Europe, à soudoyer les ministres de ses ennemis, à financer les rébellions, à monter ses adversaires les uns contre les autres. Il préférait de loin payer une armée ennemie pour qu'elle rentre chez elle plutôt que de la combattre. Avec Louis XI, le conflit entra dans une nouvelle phase, plus subtile mais non moins mortelle. La guerre ouverte laissa place à la guerre secrète. L'action se déplaça des champs de bataille ensanglantés vers les antichambres obscures des palais et les ruelles sombres où les assassins attendèrent leur heure. Louis XI perfectionna l'art de la diplomatie et de l'espionnage d'État. Il consolida le royaume de France, brisant le pouvoir des grands-ducs féodaux, notamment celui de son plus grand rival, le flamboyant Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Il ne le vainquit pas par une grande bataille, mais en finançant ses ennemis suisses, qui finirent par le tuer et dépecer son corps sur un champ de bataille gelé. Pendant ce temps, la guerre des Deux Roses saignait l'Angleterre à blanc. Louis XI observa le carnage avec un plaisir non dissimulé, jetant de l'huile sur le feu chaque fois qu'il le pouvait, soutenant tantôt les Lancastre, tantôt les York, selon ce qui servait le mieux ses intérêts. La lassitude de la guerre ouverte avait cédé la place à l'intrigue politique comme un art. La fin de la guerre des Deux Roses, avec l'avènement de la dynastie des Tudors en 1485, laissa l'Angleterre épuisée. La France, au contraire, était devenue sous Louis XI la monarchie la plus puissante, la plus riche et la plus centralisée d'Europe. L'ère des invasions anglaises
était révolue. Le rapport de force s'était inversé. C'est maintenant la France qui était en position de se projeter au-delà de ses frontières. Le conflit ancestral n'était pas mort. Il avait simplement changé de nature. Le poison, la dague et la bourse d'or étaient devenus les principaux outils de la politique. L'absolutisme naissait dans le creuset des conspirations. La vieille inimitié féodale, née d'un mariage et d'une question de terre, allait maintenant se transformer en une rivalité entre États-nations modernes, une lutte pour la domination de l'Europe entière. Le théâtre des opérations allait bientôt s'élargir, se déplaçant vers les plaines ensoleillées et opulentes d'un pays qui allait devenir le nouveau champ de bataille de l'Europe, l'Italie. La France, unifiée et puissante, se cherchait un nouveau destin. Charles VIII, successeur de Louis XI, le trouva en Italie. Revendiquant d'anciens droits sur le royaume de Naples, il envahit la péninsule en 1494 avec une armée formidable dotée de la meilleure artillerie d'Europe. Ce fut le début des guerres d'Italie, un cycle de conflits qui dura plus de 60 ans et qui transforma la rivalité franco-anglaise en une lutte pan-européenne. L'Angleterre, d'abord simple observatrice, fut rapidement entraînée dans le jeu complexe des alliances. Le conflit n'était plus un duel, c'était une mêlée générale impliquant l'Espagne, le Saint-Empire romain germanique et les cités-États italiennes. Le début du XVIe siècle fut dominé par trois jeunes monarques flamboyants et rivaux. François Ier de France, Henri VIII d'Angleterre et Charles Quint, qui était à la fois roi d'Espagne et empereur du Saint-Empire, contrôlant un territoire immense. Leur rivalité personnelle et dynastique alimenta le feu des guerres. La brutalité de la Renaissance s'exprimait pleinement sur les champs de bataille. La guerre changea encore d'échelle. Les armées n'étaient plus composées de quelques milliers de chevaliers et d'archers. Elles comptaient des dizaines de milliers de mercenaires professionnels. Les redoutables piquets suisses, les lance-quenets allemands, les arquebusiers espagnols. Les batailles, comme celle de Marignan en 1515, une victoire française sanglante, ou celle de Pavie en 1525, un désastre absolu pour la France, étaient aux déboucheries à une échelle industrielle. À Pavie, non seulement l'armée française fut anéantie par les troupes impériales, mais le roi François Ier lui-même fut capturé, rééditant l'humiliation de Jean II à Poitiers. Henri VIII d'Angleterre, allié à Charles Quint, tenta de profiter de la situation pour envahir la France, mais sans grand succès. Son rôle était devenu celui d'un arbitre, faisant pencher la balance d'un côté ou de l'autre, cherchant toujours à empêcher qu'une seule puissance, que ce soit la France ou l'Empire, ne devienne trop dominante. La vieille inimitié était devenue un principe d'équilibre des puissances. Au milieu de cette violence, les monarques se livraient à des démonstrations de puissance et de richesse extravagantes, un théâtre politique destiné à impressionner les alliés et les ennemis. L'exemple le plus célèbre fut la rencontre entre François Ier et Henri VIII en 1520 au camp du Drap d'Or près de Calais. Pendant plusieurs semaines, les deux cours rivalisèrent en de faste dans un décor de tentes de soie brodées d'or, de fontaines de vin, de festins et de tournois. Ce fut une démonstration de richesse et d'amitié ostentatoire mais totalement hypocrite. Quelques semaines plus tard, Henri VIII signait une alliance avec l'empereur Charles Quint contre la France. La guerre était devenue une démonstration de pouvoir absolu, où le faste des cours contrastait de manière grotesque avec le carnage des champs de bataille. C'était un jeu de roi où les pions étaient des milliers de vies humaines et le tapis de jeu les riches provinces d'Italie. L'espionnage, les intrigues de palais et les trahisons étaient monnaie courante. Chaque cour était un nid d'agents de l'autre. En tant que monarque de cette époque impitoyable, sur quoi misériez-vous votre héritage? La gloire militaire éphémère, acquise au prix de milliers de vies, ou la prospérité durable de votre royaume, bâti sur une paix précaire? Laissez votre choix dans les commentaires. Alors que les rois catholiques se déchiraient pour le contrôle de l'Italie, un événement bien plus profond allait bouleverser l'Europe et donner une nouvelle dimension idéologique au vieux conflit. En 1517, un moine allemand nommé Martin Luther afficha ses 95 thèses déclenchant la réforme protestante. La chrétienté occidentale se fractura. L'Europe entra dans une ère de guerre de religion d'une férocité sans précédent. L'Angleterre, sous Henri VIII,
rompit avec Rome pour des raisons plus dynastiques que théologiques, créant l'Église d'Angleterre. Sous ses successeurs, notamment sa fille Élisabeth Ier, l'Angleterre devint la championne de la cause protestante en Europe. La France, quant à elle, resta officiellement catholique, mais fut déchirée par près de 40 ans de guerre de religion interne entre la majorité catholique et la minorité protestante, les Huguenots. Le conflit franco-anglais se superposa à cette nouvelle fracture religieuse. Élisabeth Ier d'Angleterre soutint, d'abord secrètement puis plus ouvertement, les Huguenots français avec de l'argent et des troupes, non pas par ferveur religieuse, mais pour maintenir la France faible et divisée. La lutte se déplaça également sur un nouveau théâtre, les mers. L'Espagne, puissance catholique dominante et alliée de la France catholique, était devenue l'ennemi principal de l'Angleterre protestante. La reine Élisabeth mena contre l'Espagne une guerre non déclarée en utilisant des corsaires, des pirates officiellement autorisés par la couronne à attaquer les navires ennemis. Ces chiens de mer, comme Francis Drake ou Walter Raleigh, devinrent des héros nationaux en Angleterre et des démons pour les Espagnols. Ils pillaient, sans relâche, les galions espagnols chargés de l'or et de l'argent du Nouveau Monde, mais s'en prenaient aussi aux navires français. La Manche et l'Atlantique devinrent un champ de bataille permanent. Le romantisme pirate était devenu un instrument de la haute politique. Le calcul froid de la politique d'État se drapait désormais dans le manteau du fanatisme religieux, rendant les conflits encore plus inexpiables. Chaque camp se voyait comme le bras armé de Dieu, et l'autre comme l'incarnation du diable. Les réseaux d'espionnage atteignirent un niveau de sophistication inégalé. Le maître espion d'Élisabeth, Francis Walsingham, déjouant complot après complot. Le point culminant de cet affrontement maritime et religieux fut la tentative d'invasion de l'Angleterre par l'Espagne en 1588. Philippe II d'Espagne, soutenu par la France de la Ligue catholique, envoya une flotte immense, l'invincible Armada, pour renverser Élisabeth et restaurer le catholicisme. La flotte anglaise, plus petite, plus maniable et dotée d'une meilleure artillerie, harcela l'Armada dans la Manche. Une combinaison de tactiques navales anglaises innovantes, de navires brûlots et d'une violente tempête, le fameux vent protestant, dispersa et détruisit la flotte espagnole. La défaite de l'Armada fut un tournant. Elle marqua le début du déclin de la puissance espagnole et l'émergence de l'Angleterre comme la principale puissance navale du monde. Cette suprématie navale allait devenir la pierre angulaire de la stratégie britannique pour les siècles à venir. Contrôler les mers pour contenir toute puissance hégémonique sur le continent européen. Et cette puissance, après le déclin de l'Espagne, serait de nouveau la France. La fin des guerres de religion en France, avec l'avènement du roi Henri IV, ramena la paix et la prospérité dans le royaume. Mais la rivalité avec l'Angleterre, mise en sourdine pendant les troubles civils, ne tarda pas à renaître. Au XVIIe siècle, sous la direction de cardinaux ministres comme Richelieu et Mazarin, la France recommença à affirmer sa puissance. La vieille inimitié, qui avait été dynastique, puis territoriale, puis religieuse, devenait maintenant une pure et simple lutte pour la domination géopolitique. Les deux nations commençaient également à se projeter au-delà de l'Europe, fondant leurs premiers empires coloniaux en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Inde. Les escarmouches entre colons et trappeurs dans les forêts enneigées du Canada ou les batailles navales pour le contrôle des îles à sucre devenaient des extensions du conflit européen. La guerre devenait mondiale, elle allait atteindre son paroxysme sous le règne d'un roi qui incarna la puissance et la gloire de la France plus que tout autre, le roi Soleil. Avec l'avènement de Louis XIV en 1643 et surtout au début de son règne personnel en 1661, la France devint la puissance incontestée du continent européen. Le roi Soleil, avec son armée immense et la mieux organisée d'Europe, ses finances réorganisées par Colbert et son génie des fortifications, Vauban nourrissait des ambitions hégémoniques. Sa politique étrangère agressive, ses guerres de conquête aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie menaçaient l'équilibre des puissances. Face à cette nouvelle menace, l'Angleterre, qui devint la Grande-Bretagne après l'union avec l'Écosse en 1707, endossa son rôle traditionnel de leader des coalitions anti-françaises. Le conflit n'était plus une simple rivalité.
c'était devenu une lutte systémique entre deux modèles politiques et géopolitiques, l'absolutisme terrestre français contre le parlementarisme maritime britannique. La guerre devint un état quasi permanent pendant plus d'un siècle, parfois surnommée par les historiens la Seconde Guerre de 100 ans. Les guerres menées par la Grande-Bretagne et ses alliés, comme les Provinces-Unies et l'Autriche, contre Louis XIV furent de longues, coûteuses et sanglantes. La guerre de la Ligue d'Augsbourg et surtout la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle furent des conflits mondiaux. Les batailles se déroulaient non seulement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, où elles étaient connues sous le nom de guerres intercoloniales, et en Inde. Le destin de futurs empires se jouait dans ces affrontements. Sur le continent, les armées atteignaient des tailles gigantesques, comptant des centaines de milliers d'hommes. Les batailles, menées par de grands généraux comme le duc de Marlborough pour l'Alliance et le maréchal de Villars pour la France, étaient des carnages méthodiques. La bataille de Blenheim en 1704, la bataille de Ramillies en 1706 ou la bataille de Malplaquet en 1709 furent parmi les plus sanglantes de l'histoire européenne jusqu'à cette date. Le faste de l'absolutisme se payait avec le sang des tranchées. La guerre se caractérisait aussi par des sièges interminables de forteresses construites selon les principes de Vauban, des chefs-d'œuvre de défense en étoile qui rendèrent la conquête lente et extrêmement coûteuse en vies humaines. La guerre était devenue une partie d'échecs macabres à l'échelle mondiale, où la logistique, la finance et la diplomatie étaient aussi importantes que les victoires sur le champ de bataille. La Grande-Bretagne, grâce à sa puissance navale et à sa capacité à financer ses alliés, pouvait soutenir des guerres d'usure que la France, malgré sa richesse, avait du mal à supporter. Chaque traité de paix n'était qu'une trêve, une occasion pour les deux camps de panser leurs plaies et de se préparer pour le prochain round. La guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, est souvent considérée comme la première véritable guerre mondiale. La Grande-Bretagne en sortit comme la grande gagnante, chassant les Français du Canada et de l'Inde, et établissant les fondations de son immense empire du XIXe siècle. La France, humiliée, criait vengeance. La monarchie française trouva l'occasion de sa revanche en soutenant les colons américains dans leur guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne. L'aide française, militaire et financière, fut décisive pour la victoire américaine. Mais cette revanche eut un coût exorbitant. Elle laissa le royaume de France au bord de la faillite et exposa ses propres soldats aux idées révolutionnaires de liberté et de république. En aidant à créer les États-Unis d'Amérique, la France avait semé les graines de sa propre destruction. La monarchie absolue allait bientôt être balayée par un raz-de-marée dont la violence allait dépasser tout ce que le conflit avait produit jusqu'alors. L'acte final de cette tragédie de 700 ans approchait, et il allait être le plus sanglant, le plus total, et le plus spectaculaire de tous. Un nouveau type de guerre allait naître, non plus pour la gloire d'un roi, mais pour l'âme d'une nation. En 1789, la Révolution française éclata. Ce ne fut pas seulement un changement de régime, mais le renversement complet d'un ordre social millénaire. Les monarchies européennes, menées par la Grande-Bretagne, regardèrent d'abord avec une inquiétude mêlée de satisfaction la France s'affaiblir. Mais lorsque la Révolution se radicalisa, exécuta son roi Louis XVI et déclara la guerre à toutes les monarchies au nom de la liberté des peuples, la vieille rivalité se transforma en une croisade idéologique. La Grande-Bretagne devint l'âme et le financier de toutes les coalitions contre la France révolutionnaire. Ce n'était plus l'Angleterre des Plantagenets contre la France des Capétiens. C'était la Grande-Bretagne de Pitt le Jeune, symbole de l'ordre et de la tradition, contre la France de Robespierre, porteuse d'une terreur révolutionnaire et d'une ambition universelle. La guerre devint totale. La levée en masse en France créa des armées de citoyens soldats animés par une ferveur patriotique que les armées mercenaires de l'Ancien Régime ne pouvaient égaler. C'est de ce chaos révolutionnaire qu'émergea une figure qui allait dominer l'Europe pendant 15 ans et porter le conflit à son paroxysme. Napoléon Bonaparte. Génie militaire hors norme, produit de la Révolution, il prit le pouvoir en 1799 et se couronna empereur en 1804. Il soumit presque tout le continent européen de Madrid à Moscou par une série de campagnes militaires foudroyantes. Mais un ennemi lui résista toujours,
implacable et insaisissable, la Grande-Bretagne. Pour Napoléon, la Grande-Bretagne était l'ennemi principal, la perfide Albion, la nation de boutiquiers qui finançait ses ennemis et se cachait derrière ses douves, la Manche. Il rêvait d'envahir l'Angleterre, rassemblant une immense armée à Boulogne. Mais pour traverser, il lui fallait la maîtrise de la mer. Et c'est là que son ambition se brisa. Le 21 octobre 1805, à la bataille de Trafalgar, la flotte britannique, commandée par l'amiral Horatio Nelson, anéantit les flottes françaises et espagnoles. Nelson y laissa la vie, mais il assura la suprématie navale britannique pour un siècle et rendit toute invasion de l'Angleterre impossible. Le choc des génies militaires se jouait sur terre et sur mer. Incapable de vaincre la Grande-Bretagne militairement, Napoléon tenta de l'étrangler économiquement par le blocus continental, interdisant à toute l'Europe de commercer avec les îles britanniques. Cette politique se retourna contre lui, le forçant à des guerres sans fin pour la faire respecter. Notamment la désastreuse campagne de Russie en 1812 qui anéantit sa grande armée. La Grande-Bretagne, de son côté, mena une guerre d'usure tenace dans la péninsule ibérique et continua de financer les coalitions qui se formaient et se reformaient contre l'empereur. La lutte était devenue un duel à mort entre la puissance terrestre de l'Empire français et la puissance maritime de l'Empire britannique. L'un ne pouvait atteindre l'autre directement. C'était la baleine contre l'éléphant. Après le désastre russe, l'Europe entière se souleva contre Napoléon. Vaincu à Leipzig en 1813, il fut contraint d'abdiquer en 1814 et exilé sur l'île d'Elbe. La guerre de plus de 20 ans semblait terminée, mais l'épopée connut un dernier soubresaut. En mars 1815, Napoléon s'échappa de l'île d'Elbe, débarqua en France et reprit le pouvoir sans tirer un coup de feu. Ce furent les 100 jours. L'Europe, stupéfaite, reforma en hâte une dernière coalition. L'acte final se joua en Belgique. Le 18 juin 1815, sur le champ de bataille de Waterloo, l'armée de Napoléon affronta l'armée alliée commandée par le duc de Wellington, un général britannique qui avait fait ses preuves en Espagne, et l'armée prussienne commandée par le maréchal Blücher. La bataille fut acharnée, incertaine jusqu'au bout. Mais la résistance stoïque des carrés britanniques et l'arrivée au crépuscule de l'armée prussienne sur le flanc français scellèrent le sort de la journée, de l'empereur et de toute une époque. La défaite de Napoléon à Waterloo mit fin non seulement aux guerres napoléoniennes, mais aussi au conflit de 700 ans qui avait commencé avec le mariage d'Aliénor d'Aquitaine. Après Waterloo, la Grande-Bretagne et la France ne se firent plus jamais la guerre. La lassitude, l'épuisement d'une lutte séculaire avaient finalement triomphé des ambitions et des haines. Leur rivalité avait forgé des nations, créé des empires et dessiné la carte du monde moderne au prix de millions de vies. Le nouveau monde naissait sur les ruines de l'ancien, dans un silence solennel, le silence après 7 siècles de fureur. De la boue de Bouvines au champ détrempé de Waterloo, 2 nations s'étaient construites dans l'opposition, se définissant l'une par rapport à l'autre dans une étreinte mortelle. Cette haine a forgé des identités nationales, stimulé l'innovation technologique et politique, et finalement, par épuisement mutuel, a laissé place à une paix qui semblait autrefois impossible. Elles allaient devenir alliées dans les conflits mondiaux à venir, leur ancienne inimitié reléguée au livre d'histoire. La longue et sanglante histoire s'achevait, laissant une dernière question en suspens, un ultime mystère à contempler. Dites-nous, qu'est-ce qui, selon vous, est la force motrice la plus puissante de l'histoire? La volonté implacable des individus qui déclenchent les guerres ou le destin aveugle des peuples qui les subissent et en transforment le cours? Votre avis, après ce long voyage, nous est précieux.